Marion Cotillard a passé des décennies à bâtir une réputation de l'une des actrices les plus respectées et les plus mystérieuses de France. Élégante, intelligente et farouchement discrète, elle a toujours préféré le silence au spectacle. Pourtant, derrière cette force tranquille, se cache une histoire dont elle ne s'est jamais vraiment échappée. Un amour né au début de sa carrière et qui s'est terminé d'une manière qui l'a changée à jamais. Pendant des années, elle a porté en elle le souvenir d'un homme dont le monde a presque oublié le nom, mais dont l'ombre a accompagné chacun de ses rôles, chacune de ses blessures, chacun de ses succès. Le début d'une étoile, bien avant la renommée internationale, avant les Oscars et les tapis rouges d'Hollywood, Marion Cotillard n'était qu'une jeune actrice cherchant de petits rôles dans le cinéma français. Née le 30 septembre 1975 à Paris, elle a grandi dans une famille d'artistes. Son père, Jean-Claude Cotillard, était mime et metteur en scène de théâtre. Sa mère, Nicéema Teillo, actrice. Le jeu n'était pas un rêve, c'était un héritage. Mais ce qui distinguait Marion, ce n'était pas l'ambition. C'était la sensibilité, celle qui la faisait ressentir les choses trop profondément pour son propre bien. En 1998, Taxi changea tout. Le film produit par Luc Besson fit d'elle une célébrité en France. Son charisme était indéniable, son humour naturel, et ses yeux semblaient apporter le poids de quelque chose d'inexprimé. C'est au cours de ses premières années de succès qu'elle rencontra Julien Rassam, le fils du légendaire producteur Claude Berry et de l'actrice Anne-Marie Rassam. Il était déjà reconnu comme l'un des talents les plus prometteurs du cinéma français. Après être apparu dans Albert Souffre et L'accompagnatrice, Julien obtint une nomination au César du meilleur espoir masculin en 1993 et joua ensuite dans La Reine Margot. Tous deux étaient des étoiles montantes, attirées l'une vers l'autre par un mélange de passion artistique et de fragilité. Aux yeux des autres, ils formaient le couple parfait, deux jeunes acteurs magnifiques, liés par l'amour, la notoriété et un avenir sans limite. Mais sous la surface, Julien Rassam était hanté. Les suicides de son oncle Jean-Pierre Rassam en 1985 et de sa mère Anne-Marie Rassam en 1997 avaient laissé des blessures trop profondes pour guérir. Marion, alors dans la vingtaine, ne comprenait pas encore la noirceur qui peut pousser quelqu'un à fuir la vie. Elle l'aimait avec intensité, et dans cet amour, elle découvrit le prix de la compassion. Ceux qui les connaissaient décrivaient leur relation comme intense et acharnée, passionnée, dévorante, impossible à ignorer. Ils étaient inséparables, partageant leur temps entre les plateaux de tournage, les cafés tard dans la nuit et les promesses murmurées. Julien adorait son talent, la qualifiant d'âme rare capable de voir à travers la douleur. Mais tandis que l'étoile de Marion montait, le monde de Julien s'effondrait lentement. Les années suivantes allèrent mettre à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir de l'amour, de la loyauté et du destin, et à la fin, plus rien dans sa vie ne serait jamais pareil. La chute de Julien Rassam. Le succès n'avait jamais suffi à Julien Rassam. Il venait de l'une des dynasties les plus puissantes du cinéma français. Son père, Claude Berry, avait produit et réalisé certains des films les plus aimés de France. Sa mère, Anne-Marie Rassam, appartenait à une famille libanaise aristocratique liée au monde de l'art. Sur le papier, Julien avait tout, le talent, les opportunités et l'héritage. Mais derrière cette promesse se cachait une longue chaîne de tragédies qu'il avait façonnées bien avant que Marion Cotillard n'entre dans sa vie. En 1985, alors que Julien n'était qu'un adolescent, son oncle Jean-Pierre Rassam, un producteur audacieux et excentrique, connu pour son travail avec Gainsbourg et Godard, mit fin à ses jours à 43 ans. 12 ans plus tard, en 1997, sa mère Anne-Marie suivit le même chemin. Sa mort anéantit la famille et plongea Julien dans une spirale de désespoir qu'il tenta de noyer dans le travail. Le jeu n'était plus un art pour lui, c'était une fuite.
Mais chaque tournage, chaque avant-première, ne faisait que lui rappeler ce qu'il avait perdu. Lorsque Marion le rencontra après Taxi, elle vit la tristesse, mais aussi le génie. Pour elle, Julien n'était pas brisé, il était incompris, un homme cherchant un sens dans les ruines de sa famille. Elle croyait que l'amour pouvait le sauver. Et pendant un temps, il sembla que ce soit possible. Il passait de longues nuits à parler de cinéma, de poésie et des absurdités de la célébrité. Elle était la lumière qui pénétrait son chaos, et lui la faisait se sentir vue comme personne ne l'avait jamais fait. Mais la dépression est un intrus silencieux. Elle se cache derrière le rire, le travail, l'affection. Les sautes d'humeur de Julien devinrent plus brusques, ses silences plus longs. Il disparaissait plusieurs jours, puis revenait avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Marion, encore dans la vingtaine, était terrifiée. Elle essaya d'être son ancre, le soutenant entre deux tournages, l'encourageant à chercher de l'aide, le convainquant qu'il avait encore un avenir. Les amis du couple se souviennent qu'elle le protégeait, qu'elle croyait profondément pouvoir le ramener du bord du gouffre. Puis, en 1998, tout s'effondra. Julien séjournait à l'hôtel Raphaël, à Paris, un établissement de luxe où de nombreux acteurs trouvaient refuge entre deux films. Ce soir-là, quelque chose se brisa en lui. Dans un moment de désespoir, il se jeta par la fenêtre du 3e étage. Marion était là. Elle fut la première à le voir tomber, la première à appeler à l'aide. Par miracle, il survécut, mais le prix fut terrible. Il devint tétraplégique, paralysé du cou jusqu'aux pieds. Pour Marion, le choc fut indescriptible. L'homme qu'elle aimait, autrefois plein de vie, d'humour et de rêves, était désormais prisonnier d'un corps immobile. Elle lui rendait visite sans relâche, refusant de l'abandonner même lorsque les médecins disaient qu'il n'y avait presque aucun espoir de guérison. Mais peu à peu, la culpabilité remplaça l'espérance. Elle se demandait si elle avait manqué les signes, si l'amour l'avait aveuglée face à la profondeur de sa douleur. Le déclin de Julien après l'accident fut lent et cruel. Durant les 4 années suivantes, son monde se réduisit à des chambres d'hôpital et des souvenirs. Marion tenta de rester, mais le poids devint insupportable. Elle devait continuer à travailler, à tourner, à survivre, tandis qu'il demeurait dans le passé, figé dans le temps. En 2002, Julien Rassam mit fin à ses jours en absorbant des médicaments. Il avait 33 ans. Quand la nouvelle parvint à Marion, elle était en tournage. Des membres de l'équipe racontèrent qu'elle s'effondra dans un silence total, incapable de parler. Pendant des semaines, elle disparut de la vie publique. Ce jour-là, quelque chose changea en elle à jamais. L'étincelle qui la définissait autrefois s'éteignit, remplacée par une mélancolie douce et silencieuse qui ne quitta plus jamais son regard. Les années de silence et de survie. Après la mort de Julien en 2002, Marion Cotillard disparut un temps de la vie publique. Pour le monde, elle restait une jeune actrice prometteuse avec un brillant avenir, mais à l'intérieur, elle était une femme en deuil, enfermée dans le silence. Ceux qui la connaissaient à cette époque disent qu'elle était devenue plus calme, presque fantomatique, comme si elle apprenait à traverser le monde sans bruit. Elle ne parla jamais publiquement de Julien. Elle n'assista à aucune avant-première pendant des mois. Elle continua simplement à travailler, car le travail était la seule chose capable d'étouffer la vérité insupportable. L'homme qu'elle avait aimé avait choisi de quitter la vie. Dans des entretiens des années plus tard, elle évoqua cette douleur de manière indirecte. Elle parla de la fragilité des émotions humaines, de la facilité avec laquelle la joie peut se transformer en chagrin, et de la façon dont les personnes les plus fortes sont souvent les plus vulnérables. Ses amis racontent que la mort de Julien lui laissa une empathie profonde et durable envers ceux qui luttaient contre leurs ténèbres. Elle apprit à reconnaître la douleur derrière les sourires, le silence derrière le bruit. Cette compréhension allait façonner ses futurs rôles d'une manière que peu pouvaient imaginer. Dès 2003,
Marion commença à reconstruire sa carrière, morceau par morceau. Elle choisit des rôles exigeant une sincérité émotionnelle, des femmes qui souffrent, endurent et survivent. Dans Un long dimanche de fiançailles, elle incarna un personnage marqué par la perte et la vengeance. Le ton du film, nostalgique et tragique, reflétait son propre état émotionnel. Puis vint Jeux d'enfants, où elle donna la réplique à Guillaume Canet. Le thème du film, deux amants liés par l'obsession et le destin, semblait étrangement proche de sa propre histoire. À l'époque, personne ne fit le lien. Mais avec le recul, il est clair que Marion y mit une part d'elle-même et une part de Julien. L'amour téméraire, la peur de perdre le contrôle, la tendresse cachée derrière la défiance, tout y était. Et quelque part, pendant ce tournage, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle et Guillaume Canet, alors récemment séparés de Diane Kruger, développèrent une profonde amitié. Ils riaient ensemble, travaillaient avec facilité et partageaient un respect mutuel qui se transforma lentement en quelque chose de plus. Pourtant, Marion restait prudente. Elle savait ce que c'était que de tout perdre par amour. Guillaume, plus stable et réfléchi, lui offrait la sécurité plutôt que la passion. Ils ne se précipitèrent pas dans une romance. Pendant des années, ils restèrent de proches amis, chacun concentré sur sa carrière. Mais au fil du temps, leur lien se transforma en une confiance silencieuse, une relation qui ne brûlait pas comme le feu, mais qui guérissait comme la lumière du soleil. Même lorsque sa vie professionnelle reprit son élan, le souvenir de Julien la suivait. Elle rendait souvent visite aux familles Rassam et Langman, restant proche de ceux qui avaient été sa seconde famille. Elle ne chercha jamais à effacer cette partie de son histoire. Ceux qui la rencontrèrent durant ces années disaient qu'elle portait une douceur, une mélancolie qui la faisait paraître plus âgée que son âge. Lorsqu'elle trouva enfin le succès à l'étranger, cette tristesse devint sa signature. Les réalisateurs remarquèrent la profondeur émotionnelle de son regard, cette capacité à exprimer le chagrin sans dire un mot. Ce n'était pas du jeu, c'était la mémoire. Et en 2007, lorsque La Môme fut présentée, le monde vit enfin ce qu'elle portait depuis toujours. L'âme d'une femme qui avait connu la perte et appris à transformer la douleur en art. Guillaume Canet, Amour et partenariat. Lorsque La Môme sortit en 2007, la vie de Marion Cotillard changea à jamais. Son interprétation d'Édith Piaf, une autre femme qui avait vécu et aimé jusqu'à la mort, lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la première interprète française en plusieurs décennies à recevoir cet honneur. Ce triomphe était né du chagrin, et elle le savait. Sur scène, lorsqu'elle remercia la vie et l'amour pour tout ce qu'ils lui avaient donné, elle ne s'adressait pas seulement au présent. Au fond d'elle, elle parlait aussi à Julien. Cette même année, son amitié avec Guillaume Canet se transforma enfin en quelque chose de plus profond. Guillaume admirait depuis longtemps sa force et le mystère silencieux qu'elle portait. Contrairement à Julien, il n'était pas autodestructeur. Il était calme, discipliné, protecteur, tout ce dont Marion avait besoin pour se sentir en sécurité à nouveau. Leur romance commença lentement, à l'abri des caméras et des ragots. Il n'y eut ni scandale, ni gros titres, seulement deux acteurs qui comprenaient le chaos de la célébrité et la nécessité du silence. Ensemble, ils construisirent ce qui semblait être une vie parfaite. Ils travaillèrent côte à côte sur 6 films, mêlant l'art à l'intimité. Guillaume la dirigea dans Blood Ties, Rock'n'Roll et Les Petits Mouchoirs, entre autres, et Marion le décrivit souvent comme un réalisateur exceptionnel et un grand acteur qui sait ce que signifie ressentir. Leur alchimie à l'écran reflétait la confiance qu'ils partageaient dans la vie privée. En 2011, ils accueillirent leur premier enfant, Marcel. 4 ans plus tard, leur fille Louise naquit. Marion, qui avait autrefois associé l'amour à la perte, commença à le voir autrement, comme quelque chose de paisible, de possible. Pendant près de 2 décennies,
Elle et Guillaume formèrent l'un des couples les plus admirés de France, salués pour leur discrétion et leur équilibre. Il n'y eut ni dispute publique, ni trahison éclaboussée dans les tabloïds. Ils étaient, comme la presse française aimait le dire, un couple d'art et de respect. Mais le temps met à l'épreuve même les liens les plus solides. À mesure que leur carrière s'épanouissait, la distance entre eux grandissait. Les projets de mise en scène de Guillaume et le succès international de Marion signifiaient souvent des mois d'éloignement. Tous deux affirmaient que tout allait bien, et pendant longtemps, c'était vrai. Pourtant, derrière les sourires des festivals, quelque chose commençait à s'effriter. Marion admit plus tard que la célébrité a cette manière de voler le bonheur ordinaire, de transformer même l'amour en représentation. Malgré tout, ils tentèrent de préserver leur monde. Ils apparaissaient ensemble aux avant-premières, célébrèrent le travail de l'autre et protégeaient leurs enfants des projecteurs. Mais en 2025, le silence entre eux devint plus fort que n'importe quelle dispute. Le 27 juin de cette année-là, après 18 ans de vie commune, ils publièrent un communiqué conjoint via l'AFP annonçant leur séparation. C'était un modèle de grâce, court, sincère et douloureusement calme. Cette décision a été prise dans la bienveillance mutuelle. Nous souhaitions clarifier la situation afin d'éviter toute spéculation et rumeur. Marion ne le blâma jamais, et lui ne la blâma pas non plus. Ils étaient simplement arrivés au terme d'un long voyage commun. Ce qui frappa les journalistes, ce fut le timing. 2 jours avant cette annonce, Madame Figaro publia une longue interview avec Marion, enregistrée la veille de leur séparation, dans laquelle elle parlait avec chaleur du talent de Guillaume. Elle le qualifiait de « réalisateur exceptionnel » et avouait qu'être dirigé par lui était une joie et un honneur. Elle ne mentionna pas la rupture, car à ce moment-là, elle n'était pas encore publique. Mais la tristesse silencieuse entre les lignes racontait une autre histoire. Dans cette même interview, elle évoqua Karma, le nouveau film de Guillaume prévu pour 2026, un thriller psychologique tourné en France et en Espagne, où elle partage l'affiche avec Denis Ménochet. « Il m'a offert l'un de mes rôles de rêve, » dit-elle doucement, et a réalisé un autre de mes rêves, tourné avec Denis, l'un des meilleurs acteurs de notre temps. C'était une déclaration empreinte d'admiration, mais aussi de la mélancolie des adieux. Ils n'étaient de plus partenaires dans la vie, seulement dans l'art. Réflexion, gloire et le fantôme du passé. Avoir 50 ans devrait être une célébration, un moment de fierté pour une femme qui a conquis toutes les étapes de sa profession. Pour Marion Cotillard, cela arriva avec un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Le 30 septembre 2025, le monde célébra son anniversaire marquant, consacrant son héritage comme l'une des plus grandes actrices françaises. Elle avait survécu aux caprices de la célébrité, à l'effondrement d'une longue relation et au poids de tragédies personnelles. Pourtant, dans chaque discours, chaque hommage, il y avait quelque chose d'indicible dans son regard, comme si tout son succès avait été payé au prix de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Cette année-là, elle était partout, non seulement comme actrice, mais comme symbole de résilience. Le Parisien confirma qu'elle recevrait sa propre étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood en 2026, rejoignant une génération de légendes dont les noms bordent les trottoirs dorés de Los Angeles. Son nom figurerait aux côtés d'icônes telles que Jamie Lee Curtis, Michael Douglas et Maria Callas. C'était la reconnaissance d'une vie entière, la preuve que son travail avait franchi toutes les frontières, toutes les langues. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, cette distinction avait une saveur douce amère. Marion n'avait jamais couru après la gloire, elle avait cherché le sens. La même semaine, les médias français ravivèrent son passé, rappelant au public l'histoire dont elle n'avait jamais parlé. D'anciennes photos d'elle et de Julien Rassam refirent surface. Le jeune couple rayonnant des festivals des années 1990, souriant,
inconscient de la tragédie à venir. Le timing paraissait presque cruel. Alors qu'elle entrait dans l'immortalité sur Hollywood Boulevard, elle était de nouveau hantée par le fantôme de son premier amour. Pendant des années, Marion avait évité d'évoquer Julien publiquement. Elle gardait son souvenir enfermé derrière la sérénité réfléchie qu'elle affichait dans ses interviews. Mais avec le temps, en repensant à sa vie, les murs commencèrent à se fissurer. Ses proches remarquèrent qu'elle recommençait à le mentionner en privé, non pas avec chagrin, mais avec tendresse. Elle le décrivait comme « le premier homme qui m'a fait croire au destin ». Dans ses réflexions silencieuses, elle reconnut ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que la mort de Julien avait façonné non seulement son monde émotionnel, mais aussi son art. La vulnérabilité qui rendait ses performances inoubliables, la sincérité tremblante de la môme, l'angoisse contenue de 2 jours, une nuit, la mélancolie spirituelle d'Allier, provenaient toutes de la même source de mémoire. Elle déclara un jour, dans une rare interview, « Chaque rôle est une forme de guérison. Chaque femme que j'incarne est une version de quelqu'un que j'ai aimé ou que j'ai perdu. » Pendant ce temps, sa vie professionnelle continuait de prospérer. Karma, le prochain film de Guillaume Canet, approchait de sa post-production. Elle parlait avec affection de cette collaboration malgré leur séparation, la qualifiant de « preuve que l'amour peut prendre de nombreuses formes ». Pour elle, Karma n'était pas seulement un film, c'était une clôture. Tourné dans les paysages de la France et de l'Espagne, il explorait la culpabilité, la rédemption et les échos de choix irréversibles. Lorsqu'elle décrivait le rôle, ses mots semblaient presque autobiographiques. C'est apprendre à pardonner ce que la vie nous a enlevé. Loin des caméras, elle consacrait davantage de temps à ses enfants, Marcel et Louise. Elle voulait qu'ils grandissent loin du cirque médiatique, entourés d'amour, de stabilité et de vérité. Elle disait souvent que devenir mère lui avait donné une raison de vivre au-delà de la douleur, que la maternité était sa seconde chance de bonheur. Pourtant, de temps en temps, lorsqu'un journaliste évoquait le nom de Julien Rassam ou lui posait une question sur son passé, son sourire vacillait légèrement. Elle ne corrigeait jamais, ne fuyait pas le sujet. Elle marquait simplement une pause, puis murmurait doucement « Certaines personnes ne nous quittent jamais ». Acceptation, héritage et la confession silencieuse. À la fin de l'année 2025, la vie de Marion Cotillard avait trouvé un rythme que seul le temps et la maturité peuvent offrir. Le chaos de la jeunesse appartenait au passé, remplacé par une forme de sérénité. Elle avait traversé toutes les tempêtes, chagrins, pertes, expositions médiatiques, et en était sortie avec une dignité que peu, dans sa profession, parviennent à conserver. Pourtant, alors qu'elle se préparait à ouvrir un nouveau chapitre, une vérité ne pouvait plus rester cachée. L'amour qu'elle avait perdu ne l'avait jamais vraiment quittée. Ses proches affirment que quelque chose changea après son 50e anniversaire. Dans ses interviews comme dans ses conversations privées, elle commença à parler plus ouvertement du passé. Non pas avec amertume, mais avec gratitude. Elle évoquait la fragilité, le destin et les personnes qui façonnent nos âmes. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce que représentait pour elle l'amour, après tout ce qu'elle avait vécu, elle répondit simplement « L'amour, c'est la part de toi qui reste dans une autre personne, même lorsqu'elle n'est plus là. » C'était la déclaration la plus proche d'une reconnaissance publique de Julien Rassam, l'homme dont la mort l'avait marqué à jamais. Bien qu'elle n'ait pas prononcé son nom, tout le monde savait de qui elle parlait. Le moment de ces mots, 23 ans après sa disparition, leur donnait encore plus de force. Ce n'était pas une confession de culpabilité, mais de vérité. Elle avait avancé, aimé de nouveau, fondé une famille, vécu pleinement. Mais certains amours, admit-elle, ne s'effacent jamais. Ils se transforment simplement en souvenirs, en art, en cette douleur silencieuse
qui vit sous la surface d'un sourire. Au début de 2026, elle se préparait pour la première de Karma, le film réalisé par Guillaume Canet, son ancien compagnon, devenu allié créatif. C'était une étrange forme de boucle. Leur relation avait commencé avec l'art et elle se terminerait de la même manière. Lors d'une conférence de presse, elle décrivit l'expérience de retravailler avec lui après leur séparation comme « belle et apaisée ». Elle ajouta « On ne perd pas les gens qu'on aime, on trouve simplement d'autres façons de les aimer ». La presse salua sa maturité. Les fans admirèrent sa capacité à transformer la douleur en art. Mais ceux qui suivaient son histoire depuis des années entendirent un écho plus profond dans ses mots. Elle ne parlait pas seulement de Guillaume, elle parlait aussi de Julien. Des décennies plus tard, elle avait enfin trouvé un moyen de faire la paix avec le passé, de se pardonner de n'avoir pu le sauver. Sa reconnaissance sur le Walk of Fame d'Hollywood devait venir plus tard cette année-là. Un moment symbolique pour une femme qui s'était autrefois tenue dans l'ombre du deuil et qui se tenait désormais parmi les étoiles. Les journalistes lui demandèrent ce qu'elle ressentait, et elle répondit avec ce calme familier qui avait toujours caché plus qu'il ne révélait. « Ce n'est pas à propos de moi, » dit-elle. « C'est à propos de toutes les personnes qui ont cru que la douleur pouvait devenir quelque chose de beau. » À 50 ans, Marion Cotillard avait vécu plusieurs vies, fille, actrice, mère, muse, mais derrière chacune d'elles se cachait l'histoire d'un homme qui l'avait changée à jamais. Elle n'écrivit jamais son nom dans les interviews, ne dramatisa jamais son histoire, n'exploita jamais sa mémoire. Elle le porta simplement, en silence, à travers chaque personnage qu'elle incarna, chaque larme versée à l'écran, chaque moment où elle rappela au monde que l'amour, même tragique, n'est jamais perdu. Certains disent que le temps guérit tout, mais si certains amours n'étaient pas faits pour guérir, seulement pour rester, croyez-vous que l'on se remet vraiment des êtres que l'on a perdus? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies sur les étoiles que nous pensions connaître.